Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mémoire a pour but de vous fournir des informations importantes sur la constipation de l'enfant. En effet, en tant qu'instituteur ou infirmier, qui n'a pas eu l'occasion d'être confronté à un enfant souffrant de constipation ? Cette maladie, pourtant bien présente autant chez les enfants que chez les adultes, n'est pourtant pas encore tout à fait définie, tant pour vous que pour les plus grands spécialistes. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème de mémoire. C'est quoi une constipation ? C'est une maladie. Je parle effectivement de maladie, car même si nous ne dénominons pas la constipation comme telle, c'est une entité qui s'oppose à la santé et au bien-être de la personne. La définition de la constipation n'est pas très claire. C'est un syndrome. Ça signifie que c'est un ensemble de plusieurs symptômes qui, ensemble, définissent la constipation. Ces symptômes sont définis selon les critères de Rome. La constipation est donc un trouble digestif ayant au moins 2 symptômes sur les 6 présentés ci-dessus. Avoir 2 selles ou moins par semaine, avoir un épisode d'incontinence fécale par semaine. Dans la réalité des faits, ici nous décrivons bien les symptômes. L'enfant n'est pas vraiment incontinent, mais l'accumulation des selles dans son rectum peut provoquer ce qu'on appelle des fuites anales, ce qui laisse des traces suspectes dans les sous-vêtements de l'enfant. Avoir des antécédents de rétention anale, c'est-à-dire qu'on est conscient que l'enfant se retient d'aller à selle. Avoir un transit lent et douloureux, dont les maux de ventre et les ballonnements. Avoir la présence d'une masse volumineuse dans le rectum. Quand les enfants sont capables de parler, ils verbalisent souvent « j'arrive pas, c'est coincé, ça arrive mais c'est coincé ». Avoir les selles trop volumineuses, risquant l'obstruction des toilettes. Et oui, parfois il est mieux de vérifier les selles après leur évacuation et se poser les bonnes questions si jamais cela est anormalement volumineux. À cela, je vous présente les données à la fois intéressantes mais aussi alarmantes. La constipation peut concerner jusqu'à 29,4% des enfants. Nous pourrions suspecter au minimum qu'un enfant sur 4 peut souffrir de constipation. Les laxatifs et le traitement conventionnel fonctionnent une fois sur 2. Et oui, beaucoup de parents voient leur enfant constipé comme une fatalité. C'est un constipé de nature, avez-vous déjà entendu cette phrase ? Et c'est probablement pour cette raison-là que seulement 3% des parents consultent un pédiatre. Pour les parents qui osent en parler, cela concerne une consultation sur 4 d'un gastropédiatre, le spécialiste en gastro-entérologie pour les enfants. En Belgique, l'achat des laxatifs sans ordonnance est 6 fois supérieur à l'achat sous prescription médicale. Ces données ne parlent pas évidemment des enfants seulement, mais concernent l'ensemble de la population belge. Mais il est tout de même intéressant et important de souligner qu'on n'en parle donc même plus aux médecins. La population soulage directement son inconfort par l'achat des laxatifs en pharmacie. En France, le Macrogol est la 16e substance active la plus vendue sur le marché. La constipation ne serait-elle pas une maladie importante et conséquente pour la santé publique ? Évidemment, nous en parlons pas suffisamment pour que la constipation soit considérée comme une maladie référencée et diagnostiquée par l'Organisation mondiale de la santé ou de la Haute Autorité de la Santé. En conclusion, les parents d'enfants constipés sont tenus de dépenser des sommes monstrueuses dans les laxatifs sans se demander « Pourquoi mon enfant est constipé ? Aurais-je pu lui éviter cela ? Puis-je encore l'éviter ? Comment pourrais-je anticiper sa constipation si elle devait survenir ? » Mais avant de traiter, il faut diagnostiquer. Et avant de diagnostiquer, il faut au mieux dépister. Et qui peut dépister la constipation ? En réalité, tout le monde peut s'y mettre, puisque les critères de Rome ne demandent pas de matériel technique. Si l'enfant a minimum 2 critères sur les 6, l'important c'est donc d'interpeller les parents et surtout les accompagner et leur faire comprendre que ça ne doit pas être une fatalité. Et qui peut interpeller les parents ? Ça peut être la famille, le pédiatre, les paramédicaux. N'oublions pas les institutions et la crèche qui sont autant en contact avec l'enfant que les parents. Au plus tôt nous dépistons, au mieux c'est. Et pour cela, nous n'avons pas uniquement les critères de Rome à portée de main. L'échelle de Bristol modifiée est une échelle pour les enfants qui permet de visualiser les selles et de les répartir dans 5 catégories.
Le type 3, en forme de saucisse, est considéré comme la norme. En dehors de ce type-là, il faut s'inquiéter sur l'état de l'enfant. 1 et 2 indiquent une constipation. 4 et 5 indiquent une diarrhée. Cette échelle est intéressante pour le jeune enfant car il peut montrer à la place de décrire, surtout pour les plus petits qui n'ont pas encore le développement ou le vocabulaire nécessaire pour définir la consistance de leur selle. Il faut savoir que la constipation fonctionnelle est un diagnostic d'exclusion. Cela veut dire que la constipation fonctionnelle est une constipation dont on ne connaît pas la cause. Lorsque nous savons que la constipation est liée à un problème organique ou mécanique, nous considérons cette constipation comme organique ou secondaire. C'est la conséquence d'un problème se présentant au premier plan. Ce n'est pas parce que l'enfant souffre d'une constipation secondaire que nous ne pouvons pas améliorer le confort de l'enfant. C'est pourquoi nous allons décrire quels sont les éléments qui peuvent influencer positivement la constipation de l'enfant. Quelle prise en charge pour un enfant constipé? Pour cela, nous allons aborder le protocole médical. Que propose le médecin généraliste, le pédiatre ou le spécialiste à un enfant constipé? Le docteur en médecine va d'abord éduquer les parents et l'enfant. Expliquer l'anatomie et le fonctionnement du transit et de l'évacuation semble peut-être évidente. Mais la première cause de constipation des enfants provient généralement d'une ignorance de tout ce fonctionnement. À cela, un traitement médicamenteux est généralement proposé pour d'abord vider le côlon et diminuer les symptômes douloureux de la constipation. Le traitement de fond prévient les récidives en rassurant et en prévenant la crainte de l'enfant d'évacuer. Ce traitement de fond n'est pas toujours systématique, mais quand il l'est, il peut durer 2 mois à 1 an en fonction de l'évaluation du médecin. En 3, les modifications comportementales et diététiques. En effet, il est mieux de tenter d'évacuer ces selles après les repas, pour favoriser le réflexe gastrocolique qui stimule la contraction des intestins. Si l'enfant boit peu, il sera plus compliqué d'avoir des selles ramollies. L'ingestion de fibres favorise la motilité intestinale. Et tant d'autres informations indispensables doivent être communiquées et mises en place par les parents et les enfants. Malheureusement, les docteurs en médecine n'ont pas les moyens d'assurer le suivi et le respect du traitement par les parents et l'enfant. Ils ne peuvent pas assurer une vérification quotidienne ni hebdomadaire faute de temps. D'où l'intérêt de prescrire une prise en charge par un professionnel de santé habilité à être présent régulièrement sur le terrain, le kinésithérapeute formé en pelvipérinéologie. En effet, le kinésithérapeute peut s'assurer du bon déroulement du point 1 et du point 3 du protocole médical. C'est-à-dire qu'il peut s'assurer du suivi de l'éducation des parents ainsi que du suivi des nouvelles habitudes comportementales et diététiques à mettre en place. Le kinésithérapeute formé en pelvipérinéologie peut agir en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Prévention primaire signifie que l'on peut agir avant de développer des symptômes de constipation. Prévention secondaire, c'est lorsque la constipation est récemment installée. Et prévention tertiaire, c'est lorsque la constipation est apparue et terminée. Le but sera alors d'éviter que les symptômes réapparaissent. Peu importe le type de prévention, la prise en charge kinésithérapique est adaptée à l'enfant. Les rôles du kinésithérapeute sont multiples. Il peut accompagner l'enfant et les parents aux nouvelles habitudes, s'assurer du suivi du calendrier mictionnel et défécatoire et s'assurer de la prise médicamenteuse. Lorsque les muscles autour de l'anus ne fonctionnent pas correctement, le kiné peut réaliser une rééducation et une reprise du contrôle du corps de l'enfant. Enfin, l'activité physique ayant un effet positif sur le transit, le kinésithérapeute peut accompagner l'enfant dans un sport ou lutter contre la sédentarité. Comment le kinésithérapeute va travailler? Tout dépend de son imagination. Il peut utiliser un miroir, les parties du corps humain, une machine qui détecte l'activité musculaire qu'on appelle biofeedback, mais également des images, bien plus encore. Le kinésithérapeute fait preuve de créativité pour assurer la compréhension du problème de la constipation à l'enfant, mais aussi aux parents. Le kinésithérapeute n'est cependant jamais seul à intervenir. S'il est tout seul à assurer le suivi de la constipation de l'enfant, l'efficacité du traitement ne sera pas optimale. La rééducation en pelvipérinéologie s'assure de la compliance de l'enfant et des parents au traitement.
Cela signifie qu'il s'assure si l'enfant et les parents ont compris le but et le respect du traitement. Les traitements non médicamenteux proposés dans les référentiels de médecine, à savoir l'éducation des parents et les modifications comportementales et diététiques, ne soulignent pas l'importance de la coordination entre le médecin, le kinésithérapeute, les parents, mais encore moins de tous les intervenants faisant partie de l'environnement de l'enfant. Cela comprend les instituteurs, les auxiliaires de l'enfance, la crèche, les grands-parents, etc. C'est pourquoi quelques éléments essentiels de la prise en charge va vous être présentés aux diapositives suivantes. La position aux toilettes. Saviez-vous que la position accroupie permet un relâchement musculaire idéal du périnée et une verticalisation du rectum? C'est ce qui permet une descente optimale des selles. L'utilisation des toilettes occidentales est alors un facteur de risque au développement de la constipation chronique. Il est alors conseillé de se rapprocher le plus possible de la position accroupie pour aller aux toilettes. C'est pourquoi j'ai mis une photo du petit Spider-Man dans la meilleure des positions pour évacuer. De ce fait, nous conseillerons l'utilisation d'un marchepied pour imiter ou se rapprocher de cette position. L'idéal étant que les genoux soient placés plus haut que les hanches lorsque l'on est assis sur le pot. L'hydratation est également un facteur important intervenant dans la constipation. Voici les données moyennes des quantités nécessaires d'eau pour un enfant de 1 mois à 5 ans et plus. Malheureusement, ces tableaux ne tiennent pas compte de l'activité énergétique de base de l'enfant. Il ne tient pas compte si l'enfant bouge énormément ou peu, s'il fait très chaud, s'il fait beaucoup de sport. L'enfant aura besoin de boire plus dans ces conditions. Ces données sont donc un peu faussées, mais nous informent tout de même de la quantité minimale que l'enfant doit ingérer quotidiennement. Par contre, indépendamment de la quantité, évaluer la couleur de l'urine reflète bien l'hydratation du corps humain. Plus l'urine est claire, mieux l'enfant est hydraté. Plus l'urine est foncée, plus les déchets dans l'urine sont concentrés et moins dilués. C'est un signe de déshydratation. Pour conclure, nous dirons que la constipation d'un enfant, c'est compliqué. Mais nous pouvons tous intervenir à une plus ou moins grande échelle. Que cela soit en informant l'enfant, les parents ou simplement y prêter attention. De mon expérience professionnelle et personnelle, les selles des enfants sont rarement surveillées une fois qu'ils sont partis de la crèche. Le fait de discuter de la consistance des selles ou de la couleur des urines avec les enfants pourrait éveiller leur esprit et sensibiliser autant l'enfant que son entourage. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et écouté jusqu'au bout, en espérant avoir pu vous en apprendre un peu plus sur la rééducation périnéo et surtout vous sensibiliser à ce sujet encore très tabou de nos jours.